Applaudissements, s'il vous plaît. Congo que je rêve. Dans le deuxième volet, je dirai un mot sur la restauration de la dignité du Congolais. Et enfin, dans la troisième partie, j'étalerai les 12 piliers de développement de notre pays tel que réfléchi par l'arc-en-ciel du Congo. Ma vision du Congo est essentiellement humaniste. Je vois le Congo comme un État au service de l'homme, de tout l'homme et de tout homme sans distinction. Je rêve d'un Congo qui sera une terre d'égalité, une terre de participation, une terre de liberté et une terre de justice. Terre d'égalité en effet, où nul ne sera considéré comme supérieur aux autres, ni inférieur aux autres. Cette égalité se vit dans la diversité et la complémentarité des rôles, des statuts et des fonctions. En d'autres termes, ce nouveau Congo est une terre où le respect de tout être humain et de ses droits fondamentaux, c'est-à-dire droit à la vie, droit à la liberté, à l'éducation, à l'alimentation, à l'habitat, bref, à tous les droits tels que décrits par notre Constitution. Mais j'aimerais revenir sur un droit, le droit principal, le droit à la vie. Nous tiendrons particulièrement à ce droit. Et partout où le droit du Congolais, le droit à la vie sera menacé, je ne resterai pas indifférent. Je me leverai et je parlerai en tant que président de la République. La liberté de s'associer avec d'autres personnes pour poursuivre des objectifs nobles de liberté et de culte dans le respect de l'ordre public. Congo, terre de justice. Ce nouveau Congo est une terre de justice, une justice distributive, une justice politique, une justice pardon. Dans le cadre de la justice distributive, l'État est tenu de garantir un minimum vital pour tous, y compris pour tous ceux qui sont empêchés de travailler suite à un handicap. Il n'est plus question d'impunité ou d'une justice à deux vitesses qui sanctionne les uns et épargne les autres. Une justice, pardon, enfin, celle qui donne toujours à chaque homme et femme, quel que soit le degré de sa faute, la chance de se convertir. La justice qui pardonne et partant donne et sauve la vie. À ce niveau Congo, des Congolais nouveaux. Le Congolais nouveau est une personne digne, responsable, libre et brave, une personne juste et artisan de paix.
une personne solidaire et généreuse, une personne utile à la société, une personne fière d'être congolais. L'ACC se promet ainsi de redorer le blason du Congolais où qu'il soit. La restauration de la dignité du Congolais, c'est mon deuxième volet. Mais je voudrais vous rappeler d'où nous venons, où nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Restaurer la dignité de la République démocratique du Congo et du peuple congolais constitue ma vision, la vision du président de la République que je serai. D'où nous venons? Le Congo, en accédant à l'indépendance en 1960, était un pays qui disposait de beaucoup d'atouts pour devenir une puissance économique, capable d'assurer le bien-être social à sa population et d'être une locomotive du développement de l'Afrique. Le Congo ex-belge disposait en 1960 d'un État efficace, avec une autorité effective sur tout son territoire grâce à une administration de qualité, une armée à l'époque dite force publique, forte et disciplinée, qui avait gagné plusieurs batailles, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il vous sera rappelé la victoire de Kigoma, d'Abyssinie, de Kitega, de Zanzibar et j'en passe. Le pays disposait de services judiciaires et d'une police performante, même si elle servait à réprimer les aspirations des autochtones à la liberté. Doté d'un enseignement de grande qualité depuis l'école primaire, le Congo dispose, à la fin des années 50, d'une université de réputation mondiale, l'université Lovanium, qui juste dans les années 70 est classée parmi les 3 premières universités africaines. Cette université formait à l'époque des étudiants venant tant de l'Europe, d'Amérique et d'Afrique. L'économie congolaise en 1960 était au même niveau que celle de l'Afrique du Sud, du Mexique, de la Corée du Sud, du Canada, et se trouvait devant celle de la Chine. L'industrie congolaise était la première, la plus diversifiée de l'Afrique noire, et le pays disposait déjà d'une classe moyenne nationale en construction. La structure de l'économie était assez équilibrée entre l'agriculture, qui représentait 30%, la transformation des produits agricoles, 10%, les mines et la métallurgie de base, 35%, l'industrie manufacturière, 17%, les matériaux de construction, 8%. Le système de transport est performant et multinodal. Routes, rails, voies fluviales permettent l'interconnexion de l'ensemble du pays et Kinshasa dispose à l'époque des bus électriques, comme à Bruxelles. L'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique est convenable et l'habitat dans la ville est en amélioration constante. Où sommes-nous aujourd'hui? Après l'indépendance, l'après-indépendance va se traduire par un affaiblissement de l'État qui se manifeste sous forme de 3 gaps. Gap du point de vue de leadership et capacité de gouvernance, gap du point de vue sécuritaire, gap du point de vue économique. Les 3 gaps ont conduit le Congo à un état de fragilité dans tous les domaines de la vie et le Congo est devenu un non-État, avec un leadership inconscient de ses responsabilités qui a développé une culture de jouissance
dans un environnement d'impunité et de non-redevabilité. Le pays Congo a perdu sa dignité et les Congolais sa respectabilité. Où voulons-nous aller? Restaurer la dignité du Congo et du Congolais passe par la mise en place d'un leadership transformationnel, c'est-à-dire pétri des valeurs humanistes et républicaines, de l'esprit de service aux citoyens. La construction de ce leadership constitue la première mission que nous allons nous attribuer en nous posant les questions ci-après. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où voulons-nous aller? Comment pouvons-nous y parvenir? Nous constatons que tous les pays qui étaient au même niveau que nous en 1960 et qui ont décollé, leur première ressource a été le leadership. Il faut construire à tous les niveaux territorial, provincial, urbain et local un corps de leaders engagés à restaurer la dignité du Congo et des Congolais, à constituer un État efficace qui donne l'impulsion, un État développementaliste qui mobilise les engagés et encourage les initiatives privées et communautaires, un État qui garantit la sécurité juridique et judiciaire, un État qui favorise le développement de l'entreprise et sa compétitivité en vue de l'inciter à créer des richesses et des emplois, un État qui restaure et garantit l'attractivité du territoire à tous égards en luttant contre les tracasseries administratives, policières, judiciaires et favorise un gouvernement des affaires et favorise donc un gouvernement des affaires incitatives. Un État qui favorise le développement de la production nationale et du marché en développant des énergies nécessaires à la production, c'est-à-dire l'hydroélectricité, l'énergie solaire. Nous devons produire ce que nous consommons. Un État qui désenclave le territoire national et assure l'interconnexion du pays par le développement des infrastructures de transport multimodal. Pour ce faire, comme vous le verrez tout à l'heure, la CC va se concentrer sur 12 piliers pour arriver à redresser l'État congolais. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, depuis son accession à l'indépendance, et même peu avant, la République démocratique du Congo a manqué tous les grands rendez-vous de son histoire, notamment la table ronde de Bruxelles, la table ronde de Bruxelles 1, la table ronde de Bruxelles 2, la conférence de l'Ovanium, la conférence de l'Oluabu, la conférence nationale souveraine, les rencontres de Gaborone 1, 2, 3 et 4, le dialogue intercongolais de Sun City, les consultations nationales ou débat national, la conférence des Grands Lacs, les élections de 2006 et 2011, les concertations nationales, le dialogue de la Cité de l'Union africaine et enfin le dialogue du centre interdiocésain. Les principales causes de ces ratés historiques sont notamment le manque de réelle volonté politique, l'hypocrisie et la médiocrité de sa classe dirigeante, la persistance de la crise de légitimité des institutions, nonobstant le semblant des élections démocratiques. Les élections prévues ce 23 décembre 2018 constituent une opportunité à saisir pour renverser cette situation. Elle devrait permettre à la RDC de passer d'un État potentiellement riche à un État réellement riche, au service de l'homme, de tout l'homme et de tout homme. C'est le sens le sens du combat que mènent tous les membres de l'Arc-en-Ciel du Congo en tant que le groupement politique des forces
des énergies et des moyens pour faire de la RDC un État de droit réellement démocratique, indépendant, souverain, uni et indivisible, laïque, social et prospère. C'est tout le sens de mon engagement en tant que candidat choisi par notre regroupement politique pour briguer la magistrature suprême. Nous avons accepté ce choix porté sur ma modeste personne avec un profond sentiment d'humilité, doublé d'une confiance totale en nos chances de réussite. Pour ce faire, nous nous donnons le devoir de proposer à la nation un ambitieux projet de société qui décrit le nouveau Congo dont nous rêvons avec un programme de gouvernement qui permet de matérialiser le projet et d'atteindre le niveau de développement intégral de l'homme et de l'homme congolais que nous souhaitons être tous. Ce programme aura notamment comme pilier 1. La restauration de la paix, la sécurité, l'unité et la cohésion nationale en tenant compte de nos riches diversités culturelles. 2. La construction d'une démocratie participative et l'instauration d'un état de droit. 3. La promotion de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'artisanat, ainsi que l'accès aux soins de santé et services sociaux de base. 4. L'impulsion de la croissance et du développement économique, notamment par la relance de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. 5. La promotion des investissements par l'amélioration du climat des affaires. 6. La construction des infrastructures. 7. La lutte contre la pauvreté, laquelle dépend de la promotion des investissements. 8. La protection de l'environnement. Et 9. L'impulsion d'un développement équilibré des provinces. 10. La garantie de la promotion de la femme, de la famille, de l'enfant et de la mise en œuvre effective de la parité. 11. L'encadrement des jeunes et la promotion des sports et loisirs. 12. Enfin, l'engagement des réformes structurelles pour la rénovation et l'administration publique. Notre programme déroule chacun de ces piliers en donnant pour chaque pilier d'abord l'état de lieu, les défis qui correspondent à chaque pilier et ensuite les solutions. Je m'en vais vous donner les détails de quelques-uns de ces piliers. En ce qui concerne notre vision et notre objectif et stratégie à l'horizon de 2030, l'objectif principal de l'ACC est de construire une nation congolaise solide et prospère au cœur de l'Afrique. La restauration de l'autorité de l'État demeure l'axe permanent de notre action. Aussi, l'ACC prône un fonctionnement équilibré des pouvoirs publics dans le respect de la Constitution. En effet, point n'est besoin de rappeler que la restauration de l'autorité de l'État ainsi que du prestige de l'État passe d'abord par l'acceptation du cadre de vie que nous nous sommes définis en tant qu'État. Voilà pourquoi nous prenons solennellement devant le peuple l'engagement de respecter la Constitution dans toutes ses dispositions et dans tous ses fondamentaux. Du point de vue économique, notre vision à l'horizon 2030 est de promouvoir en RDC une économie nationale fondée sur la primauté de la production nationale dans les secteurs agricoles, industriels, agroalimentaires, manufacturiers sur les importations. La transformation de nos produits avant toute exportation. La politique salariale définie en fonction du pouvoir réel d'achat de chaque citoyen congolais. La culture pour toute activité économique d'une vision à long terme du bénéfice
la contribution maximale de l'activité économique à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens congolais, la réduction progressive dans le domaine agroalimentaire et textile de toute concurrence des produits d'importation sur les produits locaux. En ce qui concerne la paix, la sécurité et la souveraineté, depuis 1996, la situation de la République démocratique du Congo est caractérisée par l'aggravation de l'insécurité, la précarité et l'instabilité dues à des guerres récurrentes, la déliquescence de l'administration publique, la mauvaise gestion des conflits de terre entre les communautés, la déstabilisation de l'autorité coutumière, l'égoïsme des dirigeants, la mauvaise gestion des réfugiés et des populations déplacées, les conflits armés dans les pays voisins et les guerres d'agression, la résurgence de 183 groupes armés locaux actifs dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Maniema, Tanganyika et du Haut-Katanga, auxquels s'ajoutent ceux provenant des pays voisins, notamment l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Par ailleurs, on constate que dans toutes les provinces et particulièrement dans les villes, la recrudescence des foyers d'insécurité qui perturbent la quiétude des populations congolaises confrontées à une pauvreté indescriptible. Ces foyers d'insécurité sont constitués à la fois des jeunes désœuvrés, des bandits armés et voire même des éléments indisciplinés de la police nationale congolaise et des FARDC. Les tracasseries policières à travers des barrières non justifiées érigées à de nombreux endroits sur toutes les routes de la République, mais également dans les milieux ruraux. L'insuffisance chronique des effectifs au sein de la police nationale congolaise et des FARDC. La politisation et l'instrumentalisation de la police nationale congolaise et des FARDC, ainsi que des services de sécurité par les différents gouvernements en place qui se sont succédés. Pour restaurer la paix, la sécurité et la souveraineté, nous proposons la restauration permanente de l'autorité de l'État, la réorganisation des FARDC et de la PNC, notre police nationale, pour en faire des services réellement républicains. La réforme des services de sécurité, la sécurisation des frontières, la valorisation de l'autorité coutumière, la restauration de l'administration publique, la mise en place des structures de dialogue intercommunautaire. En ce qui concerne la démocratie et l'état de droit, le refus de l'alternance politique et de l'organisation des élections apaisées, les entraves aux libertés fondamentales ne peuvent pas promouvoir une démocratie inclusive. Les défis à relever demeurent le renforcement de la démocratie et de l'état de droit, notamment par la gouvernance, la bonne gouvernance, l'organisation des élections crédibles, libres, transparentes et apaisées. Pour ce faire, nous engageons de remettre le processus démocratique lancé depuis 1960 sur le rail en vue d'un nouvel élan. Promouvoir les libertés fondamentales et le respect de la Constitution et des lois de la République comme seul leitmotiv de l'action politique. Faire respecter les institutions au regard de leur pouvoir constitutionnel. Sanctionner toute pratique malheureuse d'instrumentalisation des services de sécurité, de la justice, de la police nationale et des FARDC. Veiller au respect de l'indépendance des pouvoirs judiciaires et à la transformation progressive de l'appareil administratif actuel en une administration intégrée, simplifiée, à la portée et au service de la population. Encourager toute initiative de révision de la Constitution en vue de la restauration de l'élection présidentielle à 2 tours.
ainsi que la protection de la nationalité congolaise d'origine. Car on peut se demander pourquoi un Congolais né congolais perdrait sa nationalité. En ce qui concerne les libertés fondamentales et droits humains, dans ce domaine, le constat ci-après a été fait. Le non-respect des textes tant nationaux qu'internationaux dûment ratifiés par la RDC, la violation massive des droits et libertés des citoyens. C'est pourquoi nous veillerons au respect des instruments juridiques internationaux ratifiés par la RDC en matière de droits humains. Dans ce cadre, les pactes relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que ceux relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels seront respectés en vue de la meilleure garantie des droits et des libertés des citoyens. À la valorisation du citoyen congolais dans tout l'aspect de sa vie. Cette valorisation concerne aussi son droit à l'identité. Ce droit qu'il a perdu depuis des années 90 devra être recouvré par la reprise du processus de recensement et d'identification de chaque citoyen congolais. Il est inconcevable que le Congolais soit le seul citoyen au monde qui ne dispose pas de carte d'identité. C'est pour cela que la CC mettra en place une banque de données où seront répertoriés tous les Congolais, ainsi que le crédit de chaque Congolais. Et enfin, à la révalorisation de la culture, du civisme fiscal et du service national. En ce qui concerne le pilier justice, le secteur de la justice en République démocratique du Congo se caractérise par la vétusté des infrastructures, la corruption généralisée et l'impunité des magistrats. La partialité des décisions judiciaires par les juges, la mauvaise rémunération des magistrats et du personnel de la justice, l'inféodation, l'instrumentalisation et la politisation à outrance de la justice. Notre politique dans ce secteur consistera à améliorer les conditions de travail et de vie de tout le personnel judiciaire, à mettre en place des critères rigoureux de recrutement et de promotion des juges et des magistrats, exclure de la corporation des juges et magistrats véreux, créer en sus des 3 ordres de juridiction existantes une cour spécialisée chargée de juger les crimes les plus graves tels que le génocide, crimes d'agression et autres crimes contre l'humanité. Accorder une autonomie de gestion au Conseil supérieur de la magistrature en lui dotant d'un budget propre et conséquent. La presse est considérée à travers le monde comme le 4e pouvoir au regard de son rôle d'informer, de former et d'éduquer. En RDC, la presse est bâillonnée et maltraitée. Son personnel mène une vie de précarité indescriptible, le réduisant à des pratiques honteuses de mendicité et de dépendance chronique aux acteurs politiques, sociaux et économiques. De même, ces derniers souffrent d'un réel déficit de spécialisation et de professionnalisme. La politique de l'ACC dans ce secteur consistera à assurer la liberté effective de la presse, à rendre les médias publics accessibles à tous, à assurer d'une part le contrôle rigoureux des conditions d'ouverture des médias ainsi que de recrutement du personnel et d'autre part l'information pour tous par des subventions de l'État en faveur des organes de presse privés remplissant certaines conditions ainsi que la liberté de circulation des journalistes et de leurs biens. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'à travers le monde, que ce soit en Europe, la presse européenne ou américaine, c'est des grandes entreprises, c'est des grandes industries. Et dès ma prise de fonction en 2019, de grands ateliers se tiendront pour examiner cette question et proposer des solutions sur les subventions des journalistes,
et des maisons de presse afin qu'ils soient réellement indépendants et jouent leur rôle de quatrième pouvoir, de véritables animateurs à même d'éveiller la conscience nationale et de véritables agents d'information vrais et vérifiables. Le climat sera tel qu'ils puissent vivre de la publicité comme cela se fait à travers le monde. Notre diplomatie. Les nominations clientélistes de ces animateurs causent de son efficacité et de son attentisme. L'absence de rayonnement de celle-ci au niveau international. Le défi est de faire de la diplomatie un véritable instrument au service du développement pour le rayonnement et la mobilisation de ressources au service de celui-ci. Ainsi, l'ACC va s'atteler à identifier les personnes les plus compétentes, quelle que soit leur couleur politique, pour assurer les fonctions diplomatiques dans le nouveau contexte de la diplomatie de développement. Mettre en place, conformément aux dispositions des accords bilatéraux, une diplomatie plus efficace envers les pays concernés en vue de favoriser la libre échange commercial. Et mettre en place un programme d'incitation de l'investissement pour nos concitoyens de la diaspora, notamment des accords fiscaux avec des pays de résidence. L'agriculture, la pêche et l'élevage. La RDC dispose de plus de 80 millions de terres arables, mais exploitées seulement à 10%. L'agriculture emploie plus de 90% de la population active et participe à 60% à la création d'emplois. Mais la situation de l'agriculture congolaise est déplorable. L'exode rural a atteint son niveau le plus catastrophique de l'heure, avec comme conséquence majeure l'augmentation exponentielle du taux de chômage et de la pauvreté. Le pays tend librement vers la famine si le système actuel de gouvernance continue. Les défis de l'agriculture congolaise sont l'absence d'une politique agricole rationnelle qui rassure la sécurité alimentaire dans le pays et assure sa croissance économique. Le renforcement du cadre institutionnel, la sécurisation et la modernisation du système de production agricole. Face à ces défis, nous mènerons des actions suivantes. Restaurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et la précarité, accroître la production végétale, animale et halieutique, promouvoir la pêche industrielle, vulgariser les techniques modernes de production, construire des voies d'accès vers les milieux ruraux, encourager la formation de la recherche agronomique, renforcer la contribution de l'agriculture à la croissance économique et à la création d'emplois, renforcer la coordination du secteur agricole. Quant à l'économie forestière, depuis une dizaine d'années, la RDC a renforcé son engagement en faveur de l'utilisation durable des ressources forestières et de la conservation d'une partie de ces forêts. La plupart des textes d'application du Code forestier de 2002 sont publiés, mais l'absence de politique forestière formalisée et l'évolution du contexte global de ces dernières années justifient une révision du Code forestier pour mieux y intégrer les enjeux liés à la RED, à la décentralisation et au mode de gestion communautaire. Les défis à relever dans l'économie forestière congolaise sont énormes, à savoir la faible contribution au budget de l'État, la persistance de la corruption et le trafic d'influence. Pour parer à cette situation, nous envisageons les actions prioritaires ci-après. Améliorer la gouvernance du secteur par le renforcement du cadre légal et réglementaire et le renforcement de capacités des administrations provinciales et locales. Assurer la gestion durable de la forêt
et la réduction des effets néfastes sur les retombées de l'exploitation forestière sur les peuples autochtones. Quant aux mines, la RDC regorge dans son sous-sol des substances minérales disséminées dans presque toutes les provinces et les gisements en grande réserve, 47,2% de la réserve mondiale du cobalt, 27,3% du diamant, 80% de coltan. Le secteur minier, qui devrait générer des recettes suffisantes, constitue malheureusement le berceau important du coulage des recettes publiques. Les fuites annuelles des recettes ont atteint près de 60%, un record jamais connu dans l'histoire de la RDC qui prive ainsi le gouvernement de ses moyens, des moyens de son action. Pour rendre le secteur minier compétitif pour un Congo émergent, l'ACC envisage des actions suivantes. Restaurer l'autorité de l'État dans le secteur minier, ce qui nécessite le renforcement des capacités institutionnelles et une réglementation adaptée. Lutter contre la corruption et les influences politiques dans le secteur, renforcer les mesures de lutte contre la fraude et la contrebande minière, transformer localement les produits de son sous-sol, mais également appliquer toutes les dispositions de la loi sur le code minier qui a été récemment voté par le Parlement. En ce qui concerne les hydrocarbures, la RDC dispose de 3 bassins sédimentaires identiques, le bassin côtier, la cuvette centrale et le bassin de la branche ouest du rift africain, dont seul le bassin côtier est en phase de production, mais celle-ci demeure en deçà de ses potentialités. Il convient de noter que malgré les potentialités, le secteur de la biocarburant reste à valoriser et à développer. Notre ambition est de hisser RDC d'ici l'horizon 2030 parmi les grands producteurs africains des hydrocarbures. Pour parvenir à l'émergence du secteur d'hydrocarbures, les actions à envisager sont les suivantes. Démarrer l'exploitation des blocs pétroliers déjà identifiés. Installer une raffinerie moderne. Satisfaire la demande intérieure et constituer des réserves stratégiques. Ce secteur d'hydrocarbures est particulièrement intéressant pour la République démocratique du Congo. C'est ainsi, nous pensons, que non seulement pour développer l'industrie dans le domaine des hydrocarbures, mais également pour développer les réseaux de transport à travers le pays, il sera indiqué, et nous examinerons cette question avec insistance, il sera donc indiqué que des pôles d'exploitation des hydrocarbures puissent être identifiés dans le pays, notamment en ce qui concerne la province de l'Équateur, la province de Bandundu, dans sa partie de Mai-Ndombe, où des gisements importants d'hydrocarbures ont été découverts, notamment également dans la partie est du pays, dans le Graben. Et donc il faudra que, dès que nous sommes au pouvoir, que des dispositions soient prises pour exploiter ces gisements afin d'améliorer notre croissance.